Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans TV News, un flash information sur le droit de la propriété d'un véhicule. Pour ce faire, j'ai l'honneur de présenter ce thème avec notre historien spécialisé Laura Baldous, notre expert en carte grise Laura Ruiz, ainsi que notre contrôleur technique Marina Vallon. En tant qu'expert en gestion d'enquête, le sondage que nous avons fait parvenir à nos téléspectateurs nous montre une réelle carence dans l'information automobile. Madame Baldous, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution historique de celle-ci et comment cette évolution a-t-elle permis de conduire sur le droit de la propriété d'un véhicule ? Bonjour mesdames et messieurs. Il est vrai que pour permettre une meilleure étude du sujet, il est essentiel d'établir une brève évolution historique sur le sujet de sa création à sa commercialisation. Le mot voiture du latin vectura signifie action de transporter. Au cours du XIIIe siècle suivra le mot veitore dans le sens de moyen de transport. L'origine du mot automobile sera beaucoup plus tardif et prendra place seulement à la fin du XIXe siècle. Le terme automobile est une simplification historique de l'expression voiture automobile, autrement intitulée véhicule terrestre à moteur. L'abréviation populaire voiture n'est que courante. Elle désigne un large ensemble de véhicules dont certains n'ont pas la caractéristique d'être motorisés. Mais alors, qu'est-ce qu'une voiture ? On la définit comme un véhicule susceptible de porter, de transporter ou même de conduire des personnes et des marchandises. Il faudra remonter l'époque moderne pour mieux le comprendre. Ferdinand Verbist, mathématicien et astronome des Pays-Bas méridionaux, est un esprit inventif qui s'intéressait à l'usage de la vapeur. C'est en 1672, pour mettre en pratique ses études sur les chaudières, qu'il sera le premier inventeur d'un véhicule à s'être déplacé grâce à un mécanisme entraînant ses roues. Près d'un siècle plus tard, Nicolas Cugnot paraîtra comme le second inventeur de véhicules. Ses travaux seront à l'origine du célèbre fardier de Cugnot. Ingénieur et militaire français, Nicolas Cugnot avait pour principal objectif de construire un chariot à feu dans le but de transporter des canons. Cette idée attire l'attention des autorités et se concrétise en 1769. Il propose alors au ministre de guerre, le duc Choiseul, une propulsion à vapeur pouvant avantageusement remplacer le cheval. Cette machine est actuellement exposée au Musée des Arts et des Métiers de Paris en tant qu'ancêtre du concept de la voiture à vapeur. Au fil des siècles, les créations se multiplient et ne cessent de s'améliorer. Des visionnaires de talent tels que Carl Benz ont été au cœur du développement dans l'automobile. Entre 1800 et 1890, les premières voitures à essence apparaissent aux yeux du public. Quelque temps plus tard, Carl Benz et Paul Daimler en seront les auteurs et créateurs d'une des marques les plus prestigieuses du monde en 1926, que l'on appelle Mercedes-Benz. L'automobile s'est progressivement imposée dans les pays développés comme le principal mode de transport et de circulation des individus et des marchandises et permet de favoriser le développement des échanges économiques et culturels et conduit au développement massif de nouvelles infrastructures. Bonjour Madame Vallon, comment allez-vous ? Une question reste en suspens quant à la commercialisation et à la vente. En effet, comment est-il possible de distinguer quel document permet l'identification du titre de propriété d'un véhicule ? Le titre de propriété est un acte authentique ou un acte notarié qui prouve la qualité de propriétaire et définit précisément le bien objet de la propriété. Un titre de propriété permet à celui qui est détenteur d'un bien de justifier qu'il en est le propriétaire et donc qu'il peut en disposer à sa guise. Mais qu'en est-il concernant le véhicule ? Le véhicule terrestre à moteur a un réel titre de propriété. Mais comme il s'agit d'un bien meuble, il n'existe pas de titre de propriété écrit comme c'est peut-être le cas en matière immeuble. Il est donc possible de se demander comment est apportée la preuve du titre de propriété d'un véhicule. L'article 2276 du Code civil pose en effet une présomption de preuve de la propriété en indiquant qu'en fait de meuble la possession vaut titre. Donc la personne qui détient le véhicule de manière paisible, publique et non équivoque est présumée en être la propriétaire. La Cour de cassation a affirmé que le détenteur devait être de bonne foi. Elle a affirmé cela en 1982 et en 2012. Dès lors qu'on s'intéresse au droit de propriété, il est nécessaire de s'intéresser à ces trois caractères qui sont l'usus, l'abusus et le fructus. Donc, le détenteur présumé du droit de propriété doit apporter la preuve qu'il utilise le véhicule terrestre à moteur, qu'il se déplace avec le véhicule et qu'il a la possibilité de vendre le véhicule, de le céder ou de le détruire. La propriété d'un véhicule s'acquiert ou se transmet généralement par l'effet de contrat, la vente le plus souvent, une donation écrite ou simplement verbale,
ou plus rarement par l'effet d'une succession ou d'un legs. Elle se déduit donc uniquement des rapports ou des situations juridiques de droit privé et n'a pas forcément besoin d'être confortée ou confirmée par un document de nature administrative. Mais lorsqu'apparaît un litige concernant la propriété d'un véhicule, c'est la personne qui ne dispose pas de l'usus mais qui prétend en être détentrice qui devra alors renverser la présomption pour prouver la mauvaise foi du détenteur, en estimant que cette détention n'est que provisoire ou précaire ou qu'elle ne devrait même pas avoir lieu. Mais attention, la preuve du paiement du véhicule n'est pas une preuve imparable du titre de propriété. Ce sont les juges qui, au vu des éléments présents, devront alors trancher. Mais qu'en est-il de la preuve de la propriété d'un véhicule terrestre à moteur? Madame Ruiz, pouvez-vous nous éclairer? Depuis juin 2004, la carte grise est devenue un certificat d'immatriculation qui contient des informations communes et compréhensibles pour tous les États européens. C'est une directive européenne du 29 avril 1999 qui va définir les dispositions légales du certificat d'immatriculation européen. Elle sera retranscrite par un arrêté ministériel du 22 septembre 2003 en droit français. L'arrêté du 17 avril 1991 relatif à l'immatriculation du véhicule déclare que la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, qu'il soit physique, moral ou jouissant d'une personnalité morale, ne peut être considérée comme un titre de propriété. C'est un titre de police permettant d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise en circulation dudit véhicule sur la voie publique. Un arrêté du 5 novembre 2007 va venir consolider cela. Le titre de propriété d'un véhicule neuf est la facture d'achat, quant au titre de propriété d'un véhicule d'occasion est le certificat de cession. Cependant, il est envisageable que le propriétaire ne détienne aucun de ces deux documents. Pour cela, il lui sera possible de présenter comme preuve un relevé bancaire qui prouve la transaction entre l'acquéreur et le vendeur du véhicule. Pourtant, les juridictions se sont retrouvées face à des situations où le statut du propriétaire du véhicule pouvait être remis en question. Il est possible à tout détenteur de carte grise d'ajouter un co-titulaire de son choix, un conjoint ou un enfant qui n'a pas participé à l'acquisition du véhicule. Cependant, cette possibilité pourrait se voir modifiée avec le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui refuserait qu'une personne ne détenant pas le permis puisse être inscrite sur la carte grise. La question s'est posée lorsque le propriétaire réel du véhicule et le titulaire de la carte grise sont différents. Une réponse est publiée au journal officiel le 19 juin 2003 par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales. Il informe que la carte grise est une pièce administrative et peut créer une présomption de propriété du véhicule à l'égard du titulaire, qui n'est pas le propriétaire puisque le véhicule peut être loué ou prêté. À titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris, dans une décision du 14 septembre 2000, a considéré que le fils titulaire d'une carte grise qui produit la facture d'achat du véhicule à son nom, le chèque qu'il a établi pour son paiement et le prêt qu'il a contracté pour son achat puisse être le véritable propriétaire. Tout devient beaucoup plus clair après l'intervention de nos experts. Un grand merci à eux pour leur participation. Visiblement, les points que nous avons abordés aujourd'hui étaient méconnus de notre cher public. En effet, nous avons mis en place un sondage afin de vérifier vos connaissances à ce sujet. Parmi les participants au sondage, à savoir 59 personnes, 96,6% possèdent le permis de conduire et parmi ce pourcentage, 91,5% de personnes possèdent un véhicule, ce qui correspond à une très grande majorité, voire une unanimité. Néanmoins, malgré une très grande majorité de personnes possédant un véhicule, très peu ont répondu juste aux questions. Par exemple, à la question qui a été l'inventeur du premier véhicule, 37,3% d'entre vous ont répondu Nicolas Cugnot, tandis que seulement 30,5% ont répondu juste, à savoir Ferdinand Verbiest. En effet, c'est lui le premier à avoir inventé le système des 4 roues reliées à un moteur du véhicule. Il paraît également opportun de constater qu'à la question « Quels sont les titres permettant de prouver la possession d'un véhicule ?», 81,4% d'entre vous, c'est-à-dire une très grande majorité, ont répondu la carte grise, alors que les réponses étaient la facture d'achat et le certificat de cession. Et seulement 52,5% d'entre vous ont répondu la facture d'achat, contre 49,2% pour le certificat de cession. Et voilà, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de ce journal. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité ainsi que pour votre participation quotidienne. Je vous retrouve très prochainement dans TV News pour un nouveau thème, le droit des eaux fluviales. Mon équipe et moi vous souhaitons une agréable fin de journée.